Les modalités pratiques du traitement. Premièrement, le lieu du traitement. Donc, le lieu du traitement, le traitement antibacillaire doit être pris en ambulatoire. En ambulatoire, dans la très grande majorité des cas, plus de 95% des cas, on est censé traiter la tuberculose de façon ambulatoire, en milieu non hospitalier. Et dans ce cas, le traitement va être fait, pris au niveau du dispensaire, au niveau des centres de santé les plus proches. Mais on réserve quand même, on peut indiquer l'hospitalisation de la tuberculose en milieu hospitalier en cas d'échec de traitement, en cas de rechute, en cas de forme compliquée de tuberculose, en cas de forme grave, en cas d'intolérance médicamenteuse. Par exemple, un patient qui présente une hépatotoxicité ou des réactions allergiques très importantes, donc ce sont des patients qui nécessitent une hospitalisation, ou bien s'il y a des problèmes d'accessibilité au traitement. Qui prescrit le traitement? Le traitement, le traitement doit être prescrit par le médecin généraliste en cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée, TBC, tuberculose bactériologiquement confirmée simple. Le généraliste peut prescrire un traitement antibacillaire. Par contre, pour toutes les autres formes, tuberculose compliquée, tuberculose grave, étendue, extrapulmonaire, c'est le spécialiste qui va prescrire le traitement. Les règles du traitement. Les règles du traitement sont les suivantes. D'abord, l'évaluation initiale, c'est-à-dire après avoir confirmé le diagnostic, on doit évaluer le terrain et on va faire un bilan initial. Qu'est-ce que c'est qu'évaluation du terrain? On va expliquer ça plus tard. Il y a l'évaluation du terrain, bilan initial, définition des cas, régime thérapeutique adapté, posologie adéquate, éducation thérapeutique, supervision directe et surveillance régulière. L'évaluation du terrain. D'abord, c'est une évaluation clinique. On va voir si le patient a des antécédents, a des pathologies sous-jacentes, antécédents d'ictère, antécédents de néphropathie, d'insuffisance rénale, grossesse, alcoolique, dénutrie ou autre, parce que cette évaluation clinique est importante parce que certains médicaments sont contre-indiqués chez des personnes en particulier, par exemple la goutte, par exemple l'insuffisance hépatique grave et autres. Il y a des personnes qui ont des pathologies et qui sont sous traitement. Par exemple, un patient qui est sous antivitamine K, on doit le savoir, qui est sous digitalique, qui est sous corticoïdes, sous immunosuppresseurs ou autres. Donc, parce que on est censé ajuster et moduler le traitement antibacillaire en fonction du terrain et en fonction des traitements associés. Concernant le bilan initial, le seul vrai bilan initial qui doit être fait de façon systématique, c'est le dépistage du HIV. Mais à part ça, il n'y a aucun bilan à demander de façon systématique, si ce n'est seulement si l'évaluation du terrain nous dicte de demander un bilan particulier. Par exemple, chez un insuffisant rénal connu, on doit faire urée créatinine, au suspect bien sûr, connu au suspect. Chez un diabétique connu au suspect, on doit demander la glycémie, l'hémoglobine glyquée et la protéinurie. Chez des sujets âgés, alcooliques, ou ayant des antécédents hépatiques, d'ictère ou d'autres, on doit demander un bilan hépatique. Donc, il n'y a aucun bilan systématique à demander en dehors de la sérologie HIV. Pour tous les autres, ils sont conditionnés par l'évaluation du terrain. Deuxièmement, c'est la définition des cas. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a évalué le terrain, qu'on a fait le bilan initial, l'étape suivante, c'est la définition des cas selon le programme national de lutte antituberculose. Donc, il y a la définition des cas, elle se fait selon le siège, tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire.
selon la confirmation bactériologique, et on dit tuberculose confirmée bactériologiquement, c'est-à-dire que c'est une tuberculose avec des examens bactériologiques positifs, c'est-à-dire positifs de l'échantillon bactériobiologique, soit à l'examen direct, soit à la culture, soit au test génotypique. Ou bien une tuberculose dite diagnostiquée cliniquement. Et dans ce cas, on va dire c'est une tuberculose maladie diagnostiquée par un clinicien. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un tableau clinique très évocateur de tuberculose, des anomalies radiologiques très évocateurs de tuberculose, des opacités excavées par exemple ou autres, ou qui a une histologie évocatrice, un granulome épithéliologique autocellulaire. Et dans ce cas, sur un faisceau d'arguments, le médecin ou les médecins traitants ont décidé de mettre en place un antibacillaire. Et comme vous le savez, seule la bactériologie nous permet la certitude du diagnostic. Pour tous les autres examens, ils permettent d'évoquer de façon plus ou moins importante le diagnostic. Donc, s'il est confirmé, si le diagnostic est confirmé, s'il est certain par la bactériologie, on appelle ça tuberculose confirmée bactériologiquement. Sinon, on dit tuberculose diagnostiquée cliniquement, CBCD. La définition du cas se fait aussi selon le traitement antérieur. Et dans ce cas, on dit tuberculose, par exemple, pulmonaire, confirmée bactériologiquement, nouveau cas. Nouveau cas, ça veut dire que c'est un patient qui n'a jamais reçu de traitement antibacillaire ou qui a déjà reçu un traitement antibacillaire depuis moins d'un mois. Si, par exemple, dans l'interrogatoire, le patient vous dit « Oui, j'ai reçu le traitement antibacillaire il y a de ça un an, mais je ne l'ai pris que pendant une semaine. » Dans ce cas, on le considère comme un traitement, comme un patient nouveau cas. Il y a la deuxième situation, c'est ce qu'on appelle un échec de traitement. C'est un patient sous traitement antibacillaire, mais dont l'examen bactériologique des expectorations reste positif tout au long du traitement. C'est-à-dire au début du traitement, il est positif, à 1 mois, à 2 mois du traitement, il est positif, à 3e mois, au 4e, au 5e mois, au 4e mois, il est positif. Et dans ce cas, s'il est positif au 4e, 5e mois, on appelle ça échec de traitement. Comme il peut y avoir ce qu'on appelle une négativation transitoire. C'est-à-dire qu'il est positif au début du traitement, puis négatif à la fin du 2e mois du traitement, puis repositif au 4e, 5e mois du traitement. Et dans ce cas, lorsqu'on voit ça, en général, quand ça c'est un profil d'une résistance secondaire. Par contre, si les BK restent positifs durant tout au long du traitement, en général, c'est une résistance primaire. La troisième situation, ce qu'on appelle la rechute. La rechute, c'est d'un patient qui a déjà été traité antérieurement par un traitement antibacillaire et déclaré guéri. C'est le cas, par exemple, d'un patient qui a été traité il y a 5 ans, qui a fait une tuberculose il y a 5 ans, et qui a été traité correctement, diagnostiqué, traité correctement, déclaré guéri, ou traitement achevé, c'est-à-dire qui a continué son traitement, qui a terminé son traitement de façon correcte, après une durée suffisante du traitement, et qui représente encore une autre fois une tuberculose active, et on appelle ça une rechute. Donc, il est nécessaire, indispensable de différencier entre l'échec et la rechute. Donc, la définition du cas, elle se fait selon que c'est une tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, selon que ce soit une tuberculose bactériologiquement confirmée bactériologiquement au diagnostic clinique. Ou troisièmement, c'est est-ce que c'est un nouveau cas, est-ce que c'est une rechute, est-ce que c'est une guérison, échec ou rechute. Nous passons maintenant au régime thérapeutique adapté selon le programme national de lutte antituberculeuse. Donc, le schéma est relativement simple. Donc, dans tous les cas de figure, c'est
on passe par une phase initiale de 2 mois, vous allez 2 mois RHZE, c'est-à-dire 2 mois d'un schéma thérapeutique qui comprend rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tombutol. Ça fait. Suivi d'une deuxième phase, qui comprend 4 mois de rifampicine, isoniazide. Et en cas de tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Mais si la tuberculose est dite grave, mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel, tel qu'une tuberculose neuroméningée, ostéo-articulaire ou forme disséminée de la tuberculose pulmonaire, dans ce cas, au lieu de 4 mois au cours de la deuxième phase, on passe à 7 mois au cours de la deuxième phase. En cas d'abandon et d'échec, en cas d'abandon et rechute avec sensibilité à la rifampicine, et dans ce cas, les schémas sont légèrement différents, mais en cas d'échec vrai ou d'échec de retraitement ou de résistance, dans ce cas, le régime doit être adapté en fonction de la sensibilité et bien sûr, il doit être fait dans un milieu, dans des centres de référence spécialisés. Les régimes thérapeutiques de l'enfant sont à peu près les mêmes que ceux de l'adulte, sauf que cette fois-ci, nous n'utilisons pas les tombutols dans la majorité des cas, donc on fait juste 2-RHZ4-RH. En cas de tuberculose confirmée bactériologique ou de forme étendue de tuberculose ou de forme sévère de tuberculose extrapulmonaire, donc on peut ajouter les tombutols. En cas de tuberculose neuroméningée, tuberculose de milieu tuberculeuse, dans ce cas, on fait 2-RHZE 10-RH, 10-RH, c'est-à-dire 10 mois de rifampicine isoniazide. En cas de grossesse, le traitement en aucun cas ne doit jamais être interrompu ou reporté. Le traitement en cas de grossesse, le traitement doit être continué. Il faut seulement éviter la radiographie à éviter. Chez la femme allaitante, aucun des antibacillaires n'est contre-indiqué, mais la seule contrainte qu'on a, c'est en cas de tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement, il est préférable d'éviter l'allaitement. D'éviter l'allaitement maternel, pas parce que l'allaitement pose un problème, non, parce qu'au cours de l'allaitement, il y a un contact étroit et prolongé avec le nourrisson et il y a risque de contagion par voie aérienne parce que la maman est très proche, elle est proche de 10 ou 20 cm de son nourrisson, de son bébé, et dans ce cas, il y a risque de contagion par voie aérienne, pas par l'allaitement, pas par le lait maternel. Nous passons maintenant aux posologies. Les posologies, on les a déjà vues dans les présentations des médicaments. Et j'insiste encore une autre fois, c'est que les médicaments doivent être pris sous format combiné. Donc, autre règle du traitement, c'est l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Donc, nous allons prendre quelques minutes pour expliquer un petit peu ce chapitre qui est très important et qui n'est pas suffisamment mis en valeur par les médecins traitants. Donc l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose d'important parce qu'elle permet d'informer le malade sur sa maladie, sur son traitement. Elle permet de répondre à toutes les questions que pose le médecin, le malade et sa famille. Et les consultations du malade, parce que nous avons un rythme de consultation qu'on va voir, c'est que le rythme de consultation, chaque rencontre entre le médecin et le malade, est l'occasion de relancer la communication et surtout d'améliorer l'éducation sanitaire du malade et de sa famille. Aussi, l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage, c'est quelque chose de très important. Donc, quels sont les thèmes d'éducation thérapeutique? Premièrement, il y a les messages éducatifs qui visent l'amélioration
de la connaissance de la maladie. Donc, il faut juste faire comprendre aux malades que la tuberculose pulmonaire est une maladie qui est grave, pas parce qu'elle peut tuer toute seule, non. Elle est grave parce que si elle n'est pas traitée, le patient peut avoir de grands problèmes. Mais c'est une maladie grave qui guérit parfaitement lorsque le traitement est bien pris. Mais lorsque le traitement n'est pas bien pris, le schéma thérapeutique n'est pas respecté, en général, la tuberculose devient une maladie très grave pour le patient et très grave parce qu'elle permet la contamination par voie aérienne, la contamination qui est favorisée par la promiscuité. Plusieurs personnes dans la même chambre ou bien le conjoint, le manque d'aération et cette contamination par voie aérienne, elle se fait si on tousse devant un patient, si on parle tout près d'une personne, on risque de le contaminer. Aussi que la tuberculose, elle touche essentiellement le poumon, mais elle peut aussi toucher d'autres organes. Voilà. Et on doit savoir que la tuberculose pulmonaire est souvent contagieuse avant d'être traitée, mais elle ne l'est plus dès le 2e mois du traitement si les médicaments ont été pris régulièrement par le malade. Le traitement se fait en ambulatoire et que l'hospitalisation est réservée aux malades aux cas particuliers, aux malades qui posent de grands problèmes, que la femme tuberculeuse, si elle est enceinte, risque de contaminer son fœtus. D'où l'intérêt, encore une autre fois, d'insister sur les moyens de contraception qui doivent être pris au cours de traitement. Pas les moyens de contraception orale, mais les autres moyens de contraception mécanique. Les messages éducatifs concernent aussi les moyens de prévention, l'hygiène de vie et de l'environnement. Vous devez savoir que l'éducation thérapeutique, qu'il faut qu'il y ait une aération maximale de la maison, ce qui permet de réduire le confinement et le risque de contagion des proches parents. Il faut faire savoir que le fait de tousser et cracher dissémine la tuberculose. Donc, ce qui fait que si on est obligé d'être en contact, de préférence mettre un masque. Si on est obligé de tousser, on doit tousser sur un mouchoir ou cracher sur un mouchoir parce que ça permet d'éviter ou de prévenir la contagion. Il faut réduire la promiscuité au maximum. L'objet n'est pas d'isoler le patient, mais de réduire la promiscuité pour éviter. Et vous devez savoir que ce n'est pas l'isolement qui va réduire la contagion, c'est surtout l'aération et la réduction de la proximité et surtout le traitement. Plus on démarre le traitement correctement et rapidement, plus on réduit la contagiosité. Donc, nous reprenons l'enregistrement. Donc, en matière de prévention, des messages éducatifs concernant la prévention, donc il faut une bonne nutrition. Et une chose importante quand on dit bonne nutrition, c'est un malade tuberculeux et l'histoire revient sur les personnes qui vont jeûner en période de Ramadan et autres. Donc la période de jeûne n'est pas recommandée parce qu'il y a une perturbation. Donc le patient doit se nourrir correctement et le jeûne du Ramadan, il est destiné aux personnes saines et non pas aux personnes qui sont malades sous traitement. Et il faut répandre l'idée que le tabagisme c'est un facteur important de la diminution des défenses de l'organisme, c'est une source de complications, c'est une source de diagnostic tardif, de morbidité, de mortalité supplémentaire et que l'arrêt du tabagisme est essentiel pour la guérison. Il faut conseiller la patiente d'éviter la grossesse pendant cette période et ça on l'a déjà expliqué, il faut changer de moyen de contraception.
et il faut conseiller à la patiente, si elle est sous contraceptif oraux, de changer de moyen de contraception. Donc après cet incident technique, nous continuons l'enregistrement. Donc les messages éducatifs doivent concerner aussi le traitement antibacillaire. Le malade doit savoir que le traitement antibacillaire, il est gratuit, il est assuré par le ministère de la Santé, et que toute la prise en charge de la maladie depuis le diagnostic jusqu'au traitement est prise en charge gratuitement par les centres de santé, par le ministère de la Santé publique. Que le traitement doit être pris de façon régulière, tous les jours, et que c'est quelque chose de très important en matière de tuberculose, parce que tout traitement irrégulier risque de favoriser la sélection une résistance secondaire. Que le traitement doit être pris le matin à jeun, en général 2 heures avant le repas. Il faut respecter la durée du traitement, et en général la durée du traitement c'est 6 mois minimum, mais en général c'est 6 mois dans la majorité des cas. Et qu'il faut insister sur le fait qu'il y ait une observance du traitement durant toute la période fixée par le médecin. Une observance, c'est-à-dire un respect total de la durée du traitement. Autre chose, c'est que le malade doit se présenter régulièrement à la consultation au centre de santé au moins une fois par semaine, au moins une fois toutes les 1 à 2 semaines pour la dotation en médicaments. C'est-à-dire que le patient doit se présenter au centre de santé le plus proche, et ils vont le voir et ils vont lui donner le traitement de la semaine ou des 2 semaines suivantes. Et le patient aussi doit consulter tous les 2 mois au niveau du CDTMR. CDTMR, ça veut dire Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires. Ce sont des centres spécialisés en matière de maladies respiratoires. Par exemple, à Fès, il y en a 3. Et ce sont ces centres qui vont garder le dossier du malade, et ce sont ceux qui vont faire les évaluations régulières tous les 2 mois. Aussi, le malade doit signaler la maladie ainsi que le traitement antibacillaire chaque fois qu'il consulte pour un autre problème. C'est-à-dire si le patient a une diarrhée ou un problème X ou Y et qu'il a vu un médecin généraliste ou un spécialiste autre que son médecin, il doit lui signaler qu'il est actuellement sous traitement antibacillaire. Autre chose, c'est que chaque fois que le patient présente un effet secondaire ou qu'il a un médicament nouveau, il doit obligatoirement venir consulter au CDTMR. Dernière chose, c'est que certaines situations doivent être signalées au médecin, comme un changement de travail, voyage, déplacement, ramadan, allaitement, grossesse, intervention chirurgicale. Toutes les situations particulières doivent être signalées au médecin traitant. Les messages éducatifs concernent aussi la famille, parce que les proches du patient doivent déclarer le moindre symptôme, surtout s'il s'agit d'un enfant, et qu'il se présente à la consultation. C'est-à-dire, on doit dire au patient et sa famille que si l'un d'entre vous, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, présente des symptômes tels que toux, expectoration, hémoptysie, fièvre, amaigrissement, asthénie, altération d'état général, ils doivent consulter. Il faut veiller à impliquer la famille pour que le malade se présente aux consultations, au rendez-vous, particulièrement un parent, un conjoint ou autre, et impliquer la famille pour que le malade prenne ses médicaments de façon régulière et correcte.